Bonjour Zineb El Razoui. Bonjour. Merci beaucoup d'être sur LCI ce matin. Vous êtes ancienne journaliste à Charlie Hebdo, ardente avocate de la liberté d'expression, combattante contre l'islamisme, ce qui vous vaut d'être sous sécurité permanente. On y reviendra, c'est pas une vie normale du tout. Mais d'abord, ce coup de projecteur porté sur l'islamisme en France par un reportage de M6 qui déclenche des menaces de mort, ce qui est insupportable par définition. On va y revenir. Mais d'abord, qu'est-ce qu'on y voit? C'est un reportage remarquable, signé Mickaël Gagné, il faut lui rendre hommage, sur les coups de boutoir des islamistes à Marseille, à Bobigny et à Roubaix. Et une des images fortes de cette enquête, de cette grande enquête, c'est la découverte que certains magasins de jouets, certains magasins tout court, vendent à Roubaix des poupées sans visage, conformément au précepte d'un islamisme rigoriste qui veut que seul le prophète peut figurer les traits du visage. Vous êtes né au Maroc, Zineb El Razoui. Est-ce que vous avez joué avec des poupées comme ça dans ce pays musulman? Je suis née au Maroc et j'y ai grandi. Donc j'ai fait petite maternelle, CP, j'en ai fait des crèches, j'en ai fait des maisons, des foyers chez les gens. Je n'ai jamais vu ça. J'ai découvert cette histoire de poupée, plus précisément du nounours Hamza sans visage, il y a probablement 3 ans de ça, ici en France. Et très sincèrement, pour avoir quand même étudié la religion musulmane pendant tout le primaire et même au-delà, je ne vois pas du tout à quoi ça fait référence comme texte. Pour moi, c'est une innovation intégriste. C'est quelque chose que je découvre ici et qui me choque. Je n'ai jamais vu de ma vie, d'enfant, une poupée sans visage. Et vous pensez que, par exemple, dans des pays comme l'Arabie Saoudite, parce que si je comprends bien, au Maghreb, quand vous étiez petite, il n'y avait pas ces poupées. C'est récent, c'est intéressant ce que vous nous dites. Mais en Arabie Saoudite, on aurait ces poupées ou pas? Bien, écoutez, je me rends très régulièrement dans les pays du Golfe, pas l'Arabie Saoudite, mais je n'ai pas non plus vu quelque chose de similaire. Peut-être que ça existe quelque part, mais en tout cas, dans les étalages des magasins de jouets que je connais, il y a des poupées normales. Donc ça répond à quoi? Ça répond c'est de la déshumanisation. C'est de la déshumanisation, c'est une projection fantasmée de la religion et puis surtout une grande violence à l'égard des enfants à cet âge-là, à qui l'on dit qu'ils n'ont le droit qu'à une projection partielle dans leurs jouets. En plus, on leur explique un principe extrêmement abstrait à cet âge-là, qui est celui de la création. Voilà, on leur dit, vous allez jouer avec une forme humanoïde, mais sans visage. C'est la négation de... Et donc, c'est une création, à votre avis, oui. C'est une création oui. récente des islamistes pour porter leur propagande, en fait, pour vriller les esprits. Moi, je pense que même les oulémas musulmans appelleraient ça, ils ont une notion pour ça, ça s'appelle bid'a en arabe, ça veut dire une innovation. Ce sont des innovations qui sont malheureuses, là en plus. On n'est pas dans une innovation qui apporte du progrès à la société, mais plutôt dans quelque chose de malheureux. Ouais. Mais en religion, il y a ce concept, en islam en tout cas, il y a ce concept théologique qui est l'innovation. Et l'innovation, ce n'est pas souhaitable, on va dire. Ça ne répond pas du tout à la tradition. On voit aussi dans le reportage les services de l'État qui s'introduisent dans une école qu'ils soupçonnent éventuellement d'être une école religieuse qui sort des clous, comme on dit communément. Et on voit que dès le CP, dans cette école, ils apprennent, et c'est l'institutrice qui le dit devant la caméra, ils apprennent, ces enfants, à vivre sans voir le genre opposé. C'est-à-dire que les garçons d'un côté, les filles de l'autre. Bon, c'est pas interdit, les écoles non mixtes, en fait. Ça vous dit quoi? Elles sont toutes petites, c'est le CP. Moi, d'abord, j'ai envie vraiment de féliciter l'équipe qui a fait ce reportage parce que je trouve que c'est un excellent travail de journaliste. C'est vraiment du très grand travail. Ça montre une réalité qu'on avait besoin de voir, qu'on dénonce depuis un certain temps, mais quand on voit les choses faites comme ça, avec cette déontologie, avec ce travail d'investigation, ça donne un autre retentissement à ce problème qu'on connaît. Et d'ailleurs, même le travail militant
qui est fait par les personnes filmées dans ce reportage est extrêmement impressionnant. Effectivement, le cas de cette école interpelle. C'est une école coranique avec un apartheid en fait entre les garçons et les filles. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de préparer pour la société française? Quel serait, par exemple, le cours d'éducation physique? Ça serait de l'entraînement au djihad? Qu'est-ce que ça serait? Moi, je trouve que c'est quelque chose de dangereux qu'on doit discuter sans le filtre qui a été un obstacle à ce débat en France, le filtre des extrêmes, c'est-à-dire entre ceux qui ne veulent voir les choses que de façon identitaire, les islamistes qui vont prétendre que c'est leur liberté de faire ce genre de choses, et les identitaires de l'autre côté qui vont dire mais voilà qui sont ces gens, et généraliser sans absolument la moindre finesse. Je trouve qu'il faut sortir de ça et il faut regarder ce qui se passe avec un filtre nouveau et réaliser la gravité en fait de cette idéologie, de cette dérive sectaire. Alors le premier filtre, c'est celui des acteurs. On voit le directeur de l'école qui, devant la caméra, fait ce commentaire quand il voit entre guillemets les contrôleurs de l'État, le rectorat qui vient leur demander des comptes, et dit on est dans la persécution de la communauté musulmane. Il dit qu'il le vit comme ça. C'est le seul argument de ces gens-là. Parce que ce qui interpelle d'abord chez ce directeur, c'est qu'il n'a aucune qualification académique. Il n'a pas du tout parlé du projet qui est celui d'instruire ses enfants, de leur apprendre la science, la connaissance. Je pense que tout ce qui l'intéresse, c'est de créer un îlot séparatiste où il a ses enfants à qui il lave le cerveau. En fait. Mais il y a de l'écho. Il y a de l'écho. Alors, il ne reprend pas exactement les termes, il s'en défendrait, mais Jean-Luc Mélenchon a dit ce reportage, ça lui plaît pas. Il dénonce une émission malhonnête. L'équipe a manipulé tout le monde pour donner une image terrible de Roubaix. Lui, ce qu'il voit, c'est que ça stigmatise toute une ville. Et c'est vrai qu'on a entendu des habitants de Roubaix dire, mais nous, c'est pas ça, Roubaix. Ce n'est pas la question. Personne n'a prétendu que Roubaix, ce n'était que ça. Personne n'a prétendu que les musulmans, ce n'est que ça. Personne n'a prétendu ça. Ce documentaire, il montre une réalité qui existe. Et la nier comme l'a fait M. Mélenchon, et je l'ai entendu en effet nier de façon éhontée cette réalité, éluder vraiment, balayer la question du revers de la main, le déni le plus absolu. Et j'ai eu honte pour M. Mélenchon, j'ai eu honte parce que nier cette réalité, c'est d'abord laisser le monopole de ces questions à l'extrême droite. C'est aussi abandonner en fait le peuple de gauche qui attend à ce que des gens défendent ces causes. On est quand même, je pense, en France, il faut prendre conscience qu'il y a un très large consensus dans la société française sur le refus de ces choses-là. Entre des gens de droite, des gens de gauche, des gens de toutes origines, des gens nés musulmans, des athées qui sont quand même beaucoup dans ce pays. Il y a un très large consensus sur le refus de ce type de choses. Et malheureusement, des hommes politiques comme M. Mélenchon acceptent que le standard identitaire de tous les musulmans soit aligné sur les pires d'entre eux, c'est-à-dire les plus intégristes. La première réaction, Sandrine Rousseau, je voulais vous la soumettre parce que peut-être que c'est une tentation qu'ont eu beaucoup de féministes aussi, c'est de dire, et ces poupées sans visage, on va donner des crayons de couleur pour colorier de façon à effectivement ne pas en permanence reproduire la norme des traits occidentaux. Ça va donner une forme d'émancipation aux petites filles qui vont pouvoir figurer ces visages comme elles le souhaitent. Eh bien, je dis à Madame Sandrine Rousseau qu'elle a la mémoire courte. Et elle flingue littéralement des décennies de combats féministes dans les pays musulmans. Pourquoi c'est une régression? Parce que, comme je vous l'ai dit au début, ces poupées n'existaient pas. Le voilement des petites filles n'existait pas. On n'a qu'à revenir 20 ans, 30 ans en arrière, regarder ce qu'étaient les femmes tunisiennes, les femmes iraniennes avant la révolution islamique, les femmes afghanes qui aujourd'hui encore livrent un combat extrêmement courageux pour dénoncer cette oppression qui est faite à leur corps et à leur liberté. Et quand on voit une femme politique française comme Madame Rousseau, qui est née avec tous les droits, avec le cumul des luttes féministes qu'il y a dans ce pays, quand on la voit tourner son dos comme ça à toutes ces femmes dans le monde, on a honte pour elles quand même. Enfin,
je trouve qu'elle ferait mieux de se taire par égard, par respect pour les femmes musulmanes qui risquent leur peau partout dans le monde pour s'affranchir de ces carcans-là. Mais disant cela, certains vont trouver que vous faites le jeu de la droite, Zineb El Razoui. C'est-à-dire que c'est vrai que ceux qui ont le plus réagi, c'est à l'extrême droite, c'est la droite, qui se pose en bouclier face aux offensives, aux coups de boutoir de l'islamisme. Moi, je pense de façon beaucoup plus manifeste que sur d'autres parties de l'échiquier politique. Je pense que dire que la droite est la seule sur ces questions est une illusion d'optique. Une illusion d'optique parce qu'en réalité, la gauche politique aujourd'hui, je ne parle pas du peuple de gauche, je parle des représentations politiques de gauche, elles ont complètement abandonné ces sujets-là. Et ce film, d'ailleurs, nous montre une chose, il nous montre que l'État est présent. Il nous montre des fonctionnaires extraordinaires, il nous montre des professeurs universitaires qui ont un niveau de conscience sur ces questions-là, il nous montre une préfète qui fait le boulot, il nous montre des citoyens engagés qui sont conscients que nous sommes en France, que nous sommes un pays laïque et effectivement la laïcité n'est pas un angle mort dans l'administration française. Donc l'État est là. C'est faux de dire que parler de ces questions est l'apanage de la droite. Ça n'a jamais été vrai. Et d'ailleurs, moi, dans mon parcours personnel, moi, ces questions, j'ai commencé à en parler dans le monde musulman, où la petite tambouille politique française gauche-droite était inexistante. Ce sont des questions universelles, ce sont d'ailleurs, même en France, des questions transversales à toute la scène, à tout l'échiquier politique. On y reviendra à la politique dans un instant, mais il faut évidemment évoquer les menaces de mort qu'ont reçues la présentatrice, Ophélie Meunier, et ce militant dont peut-être que vous évoquiez, voilà, Amine El-Bailly, juriste roubaisien, qui a témoigné à visage découvert. Ils sont tous les deux placés sous protection policière en raison de menaces de mort. En réalité, personne ne conteste le fond, mais le fait d'en parler, ça vaut ces insupportables menaces, évidemment, puisqu'ils ont fait leur boulot, leur travail de journaliste, qui est de montrer. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Le but, c'est d'intimider pour que, justement, on ne le fasse plus, oui. Voyez, le montrer. Les islamistes disent, si vous dites que nous tuons, ben nous vous tuerons. Voilà. Si vous dites que nous sommes dangereux, on vous tue. Voyez, si vous dites qu'on est des terroristes, on vous tue. C'est quand même la démonstration de la véracité de ce qu'on a vu dans ce reportage. Les menaces qui ont pesé sur Ophélie Meunier et sur Amine El-Bailly, d'abord, ce n'est pas un phénomène nouveau. En France, on est quand même un petit club de personnes maintenant qui sont sous protection policière pour les mêmes raisons. Pour ma part, ça fait 7 ans quand même. Donc, 7 ans que vous vivez sous sécurité permanente. Oui. Ce qui revient en gros, parenthèse, parce que les gens ne se représentent peut-être pas, peut-être qu'ils même on peut imaginer, ben, c'est un privilège d'être proche. C'est une forme de confinement, ça entrave. Oui, ça entrave votre liberté, absolument. Ça entrave votre liberté d'être insouciant, de prévoir les choses au dernier moment, de sortir seul. Ça entrave votre intimité. Et puis surtout, c'est une réalité qui fait que, il y a des armes dans votre quotidien tous les jours. Et je dis au passage que nous, en France, on a la chance quand même d'avoir ce service public qui est fourni aux personnalités menacées, parce que c'est la police nationale qui s'acquitte de cette tâche et qui le fait très bien. Mais aujourd'hui, dans le monde, il y a des centaines de personnes qui sont menacées et qui ne sont protégées par personne. Et les menaces, c'est fait pour, évidemment, faire taire. Là, le but, en l'occurrence, c'est pour que les rédactions hésitent à refaire ce type de reportage. Si à chaque fois ça vaut des menaces de mort, ça peut décourager. C'est la terreur intellectuelle. On est dans une espèce de climat inquisitoire. C'est une forme d'inquisition. C'est-à-dire, voilà, aujourd'hui, toute personne qui s'avise de critiquer l'islamisme en France fait systématiquement l'objet de menaces de mort, et parfois d'ailleurs les personnes y laissent leur peau. Ça a été le triste sort de mes collègues de Charlie Hebdo et de Samuel Paty. Donc c'est quand même quelque chose qui est la démonstration de la véracité des faits qui sont dénoncés dans ce reportage, et c'est quelque chose qui doit rassembler la société française plutôt que de la diviser, parce que jusqu'à présent on n'a vu que le spectre des extrêmes. Aujourd'hui, il est grand temps que les Français, la majorité intelligente des Français,
eh bien, fasse une union sacrée sur ces questions et cesse de les considérer uniquement par la lorgnette du jeu politique. Mais c'est vrai que, pour revenir à la politique, Marine Le Pen et Éric Zemmour, par exemple, parce qu'ils proposent des solutions radicales face à l'immigration, face à l'islamisme qu'ils lient évidemment de façon évidente pour eux, eh bien, ils sont perçus comme des valeurs refuges face à cette menace de l'islamisme. Je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Parce que, alors, d'abord, Marine Le Pen et Éric Zemmour n'ont pas le monopole de la dénonciation des questions. En France, il y a un camp laïque qui est très attaché à la laïcité et qui travaille sur ces questions, qui les dénonce dans la presse, qui les dénonce aussi dans les institutions. Et puis, il y a toute cette armée de fonctionnaires qui aiment leur pays et qui font bien leur travail, qui sont là. Donc, qui ne souhaitent pas laisser cette question-là aux extrêmes. Les solutions qui sont proposées par Madame Le Pen ou par Monsieur Zemmour sont des solutions de repli identitaire. En gros, nous sommes face à un défi mondial, un défi de l'avenir, et Monsieur Zemmour ou Madame Le Pen nous propose des solutions qui sont du passé, c'est-à-dire revenir au passé. Ils proposent finalement la même chose que les islamistes, le repli identitaire. Est-ce qu'il n'y a pas une autre voie pour la France? Est-ce qu'il n'y a pas une voie où, eh bien, où on transcende enfin l'identitaire du côté islamiste, du côté extrême, et on en vient peut-être à un vrai vivre ensemble? Je sais que c'est une notion galvaudée, mais peut-être que c'est une notion qui fait encore rêver certains. Votre récent soutien à Emmanuel Macron a surpris. Et sur Twitter, je crois que c'est vous qui l'avez dit, il y a beaucoup de personnes qui sont désabonnées parce qu'elles vous pensaient d'extrême droite. Elles pensaient que vous étiez dans leur camp parce que vous avez ce combat que vous portez avec votre voix très forte. Et en fait, ça a surpris. Ben, moi, ces personnes, je les remercie parce que... Celles qui sont parties ? Oui. C'est à les observer que j'ai eu la conviction que la bonne chose à faire, c'était de soutenir Emmanuel Macron. Parce que avoir ces personnes qui se drapent justement d'un noble combat, qui est le refus de l'islamisme, et qui est, comme je le rappelle, un combat qui doit être mené par tous, et qui sous justificatif de mener ce combat-là, eh bien, sont dans une... En gros, c'est des gens qui disent il va y avoir une guerre civile, alors anticipons-la, faisons-la tout de suite. C'est des gens qui, par ailleurs, ont une dialectique très similaire à celle des islamistes, c'est-à-dire une dialectique identitaire, du conservatisme sur des questions de progressisme social. Ce ne sont pas non plus des grands féministes. Donc moi, ces gens ne me donnent pas envie comment dire, ne me donne pas envie de les suivre sur la ligne politique qu'ils suivent. Mais Emmanuel Macron, il a quand même été accusé de sous-traiter la question, d'avoir été en partie aveugle. D'ailleurs, vous aviez été critique un certain jour, un 7 janvier, anniversaire évidemment des attentats de Charlie Hebdo. Il recevait le CFCM. Vous aviez publiquement dit à quel point il était... qu'il y avait du mépris dans ce, pas double jeu, mais dans cet en même temps. Et vous parliez d'angle mort. Il est accusé d'avoir effectivement eu cet angle mort quand même. Alors, face à la menace. D'abord, il faut dire une chose. La situation actuelle, c'est une situation qui s'est accumulée sur des dizaines d'années. Emmanuel Macron a hérité d'une addition qui n'est pas simplement son fait. Par exemple, quand on voit l'aggravation des choses à Roubaix, on se dit ce n'est pas à cause d'Emmanuel Macron, c'est une situation antérieure dont il a hérité. Alors, c'est vrai qu'au début, on a été nombreux à s'inquiéter quand même du fait que la laïcité était absente de discours, que les choses n'étaient pas désignées par leur nom. Mais au cours du mandat, au cours des événements qui ont malheureusement frappé la France, on a observé un virage sur ces questions. Emmanuel Macron est le président qui a le plus nommé les choses comparé à ses prédécesseurs. Il a parlé fini par les nommer. Il a parlé de séparatisme. Et qu'est-ce qu'avoir une vision politique si ce n'est d'abord de nommer les choses. Vous vous rendez compte qu'avant, les choses n'étaient même pas nommées. On était dans l'ère de l'islam, religion de paix et d'amour. C'est ce que disaient les politiques français. On en est quand même revenu, et tant mieux. Zineb El Razoui, vous le soutenez? Vous vous engagez en politique? Est-ce que vous êtes tenté par l'élection? Alors, vous savez, je n'ai jamais fait de politique électorale. Je ne suis pas encore sûre à ce jour que ça me tente.
ce que j'ai fait, c'est de la politique finalement, depuis toujours, de la politique d'idées, on va dire. C'est-à-dire que je défends une vision de la société, je défends une vision de la France telle que je voudrais la voir. Et aujourd'hui, je pense que cette vision, c'est auprès d'Emmanuel Macron, effectivement, que j'ai le plus de chances de la voir aboutir. J'ai eu la démonstration qu'on pouvait faire évoluer les choses, qu'il pouvait évoluer sur ces questions. Et donc, c'est surtout ça qui m'intéresse. Mais pour l'instant, vous hésitez. Peut-être, pourquoi pas encore décidé. Rendez-vous dans quelques semaines. Qu'est-ce qu'il y a de plus noble que d'être élu par ses concitoyens pour les représenter et pour porter des causes? Si un jour j'ai l'occasion de le faire, ça serait un honneur pour moi. Donc voilà, je n'ai pas d'opposition de principe à faire de la politique. Au contraire, je suis démocrate d'abord. Ouais. Et donc quand on est démocrate, on est bien obligé de croire au jeu politique et pourquoi pas l'exercer. Avis à ceux qui voudraient vous proposer une investiture. Merci Zineb El Razoui d'avoir été ce matin sur LCI. Bonne journée à vous.